On va décortiquer ensemble ce qui reste, à ce jour, le plus grand vol d'argent liquide de toute l'histoire britannique. Une histoire absolument incroyable. Alors, le chiffre au cœur de toute cette affaire, le voilà. Plus de 53 millions de livres sterling. C'est juste colossal. Pour qu'on se représente bien, si on empilait tous ces billets, on obtiendrait une tour aussi haute qu'un immeuble de 10 étages. Rien que ça. Et cette phrase, elle a été prononcée par le directeur du dépôt à ses employés. Imaginez le choc, la terreur pour les 14 personnes présentes ce matin-là, le 22 février 2006. À ce moment précis, leur monde a basculé. On parle ici d'une opération d'une précision quasi militaire. Des hommes lourdement armés, le visage masqué, qui prennent le contrôle total d'un des bâtiments les plus sécurisés de tout le pays. Et tout ça sans tirer un seul coup de feu. Le déroulé est impeccable. Le gang, on dirait qu'ils connaissent les lieux par cœur, chaque recoin, chaque procédure. Ils avaient même une liste des employés présents. Ils ouvrent le coffre avec les clés du directeur et l'opération entière dure à peine 1h25. C'est juste hallucinant de précision. La grande question, c'est comment ont-ils réussi à déjouer un système de sécurité aussi sophistiqué et aussi facilement? La réponse n'a rien à voir avec une simple effraction. Elle est beaucoup, beaucoup plus sombre. En fait, la clé de tout ce casse-caisse, ce n'est pas la force brute, non. C'est une manipulation psychologique absolument redoutable. Une manipulation qui a commencé la veille du vol. Tout commence 24 heures plus tôt. Le directeur, Colin Dixon, est enlevé par de faux policiers. Quelques heures plus tard, ces mêmes faux policiers vont chez lui. Il raconte à sa femme qu'il a eu un accident pour l'attirer dehors avec son fils. Eux aussi sont enlevés. Et c'est là, dans une ferme isolée, que le plan est révélé, la coopération totale de Dixon contre la vie de sa famille. Ils ne sont pas entrés par effraction, c'est le directeur lui-même qui leur a ouvert les portes. Alors, qui peut bien orchestrer un plan aussi complexe, aussi impitoyable? L'enquête va très vite s'orienter vers un personnage public, une figure assez improbable, mais extrêmement dangereuse. Et ce personnage, c'est lui, Lee Lightning Murray. D'un côté, une star du MMA, un combattant vedette de l'UFC, qui rêvait d'être champion du monde. De l'autre, un cerveau criminel, qui a grandi dans la pègre et qui va orchestrer ce casse à 53 millions de livres. Mais comment en est-il arrivé là? En fait, c'est une succession d'événements violents qui ont fait dérailler sa carrière. D'abord, une histoire de rage au volant, qui lui coûte son visa américain et son rêve de l'UFC. Ensuite, une agression au couteau super violente qui met un terme définitif à sa carrière de combattant. Sa voie légitime étant bouchée, Murray a replongé tête la première dans le crime, mais avec la même discipline et la même ambition qu'un athlète de haut niveau. Sur le papier, le crime était parfait. Mais souvent, c'est un tout petit grain de sable qui fait dérailler la machine. Et là, ça n'a pas manqué. Une série de petites erreurs va mettre la police sur la bonne piste. Et les indices vont s'accumuler très vite. Il y a la maquilleuse qui a créé les déguisements, elle craque et parle. Dans sa poubelle, on trouve les déguisements avec l'ADN de Murray. Bingo! Puis, on retrouve une camionnette avec de l'argent et un masque. Encore de l'ADN. Chez ce suspect, on découvre un plan du dépôt. Et le clou du spectacle, des images de vidéosurveillance qui montrent un employé en train de filmer l'intérieur du dépôt quelques jours avant. La top. Le puzzle se met en place. Mais la preuve ultime, la preuve irréfutable, va venir d'un endroit totalement improbable. Elle se trouvait dans la Ferrari de Lee Murray, qui avait été mise en fourrière avant même le braquage. À l'intérieur de la voiture, il y avait un téléphone portable. Et sur ce téléphone, une conversation enregistrée entre Murray et son complice, où ils discutent des derniers détails du plan. C'est la preuve accablante. Cet enregistrement lie directement les deux cerveaux et expose toute la conspiration. Le piège se referme. Avec des preuves pareilles, leurs identités sont révélées au grand jour. Les chefs du gang deviennent des fugitifs et c'est le début d'une chasse à l'homme internationale. Lee Murray et son bras droit s'enfuient, ferry pour la France, puis direction le Maroc. Mais la police britannique les a à l'œil. Ils repèrent les familles des deux hommes qui prennent un vol pour le Maroc, ce qui confirme leur destination. Et là, en collaboration avec la police marocaine, un raid est organisé en plein centre commercial à Rabat. Murray et son complice sont arrêtés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Murray a une dernière carte à jouer. Son père étant marocain, il réussit à obtenir la nationalité marocaine alors qu'il est en prison. Or, le Maroc n'extrade pas ses propres citoyens vers le Royaume-Uni. C'est malin. Il pense avoir échappé à la justice britannique. Au final, le sort des membres du gang sera très varié. Lee Murray, lui, sera jugé au Maroc et condamné à 25 ans. Son complice est extradé et prend 10 ans. Un autre co-dirigeant écope de moins 15 ans.
L'homme de l'intérieur, la taupe, est expulsé. Et puis il y a celui qui jouait le faux policier. Lui, il a complètement disparu des radars, il a échappé à la justice. Et l'argent, dans tout ça? Eh bien, sur les 53 millions volés, la police n'en a retrouvé que 21 millions. Ça veut dire que 32 millions de livres sterling se sont purement et simplement volatilisés. Une somme astronomique qui n'a jamais été retrouvée. Et c'est ça la question finale. La question qui reste en suspens presque 20 ans plus tard. Où est passé tout cet argent? C'est le dernier grand mystère du plus grand casse de l'histoire britannique.